Bonjour et bienvenue dans la première des 3 tables rondes qui se situe dans le cadre du débat public Place de la santé, débat qui a été initié il y a quelques mois pendant les élections présidentielles et qui se poursuit donc aujourd'hui. Alors comme vous le savez, le thème global de cette journée de la mutualité tourne autour d'un sujet qui nous concerne tous, qui est un sujet on ne peut plus d'actualité aujourd'hui, celui de l'impact de l'environnement sur notre santé, impact dans 2 domaines principaux qui sont les plus frappants, qui sont ceux de l'alimentation et de l'air intérieur que nous respirons. Alors, pour cette première table ronde, je vais appeler tout de suite sur scène Luc Ferrari, Franceline Marano, Gilles Finkelstein et Emmanuel Gay, qui sont nos intervenants. Alors, au fond, sur cette première table ronde, on va aborder une question très simple, qui est la suivante, qui est pourquoi et comment notre santé est-elle de plus en plus impactée par les questions d'environnement? En somme, comment cela se manifeste-t-il et quelles en sont les conséquences, en gros, pour nous tous, en termes de qualité de vie, mais aussi en termes économiques? Alors, pour vous donner une idée de l'importance du sujet, Jean-Daniel Lévy le rappelait il y a un instant, 92% des Français considèrent aujourd'hui que l'environnement constitue l'un des premiers facteurs ayant un impact négatif sur notre santé. Alors, Luc Ferrari, bonjour. Vous connaissez parfaitement cette question. Vous êtes professeur à l'Université de Lorraine. Vous êtes notamment membre de la commission des risques liés à l'environnement. Comment expliquez-vous qu'il y ait une telle prise de conscience aujourd'hui chez les Français ? Bonjour. Je pense qu'une des raisons de ces prises de conscience, c'est que, entre autres événements, on a affaire à une population qui est de plus en plus informée, qui a de plus en plus connaissance de ce à quoi elle est exposée, que ce soit à travers l'environnement ou l'alimentation. Et c'est les informations qui arrivent à travers les médias, parce qu'en fait, on a affaire à des craintes et des peurs qui sont assez anciennes. C'est Hippocrate qui disait « notre premier médicament, c'est l'aliment », mais il disait aussi « notre premier poison. C'est l'alimentation. Ton alimentation te soigne ou te tue ». Donc on est sur des choses qui sont assez anciennes, et on a vu dans l'histoire, de façon assez cyclique, évoluer les choses. Il y a eu, je crois que les premiers édits qui réglementaient la qualité sanitaire de l'alimentation remontent à peu près au XIIe, XIIIe siècle. Et c'était des édits locaux. Ensuite, c'est passé dans des édits royaux qui réglementaient cela avec en ce qui concerne au moins la viande de boucherie, par exemple, des différenciations entre une viande d'excellente qualité qui était vendue dans ce qu'on appelait les boucheries, une viande de seconde qualité qui était toujours saine, et les viandes qui étaient réformées étaient, elles, vendues, malgré tout, sous certaines réserves, mais à un moindre coût. Donc, mais alors, est-ce que ça veut dire, finalement, dans le marqueur contemporain, on pourrait dire que depuis la crise de la vache folle en 1996, et les scandales, d'une certaine façon, les scandales sanitaires à répétition, qu'on a vus jusqu'à même récemment, les lasagnes viande de cheval ou la polémique autour des œufs avec des pesticides, constitue en gros un savoir de plus en plus fort de la part des consommateurs et des citoyens que nous sommes, et donc une méfiance toujours plus grande? Alors, il y a un double événement. Il y a effectivement une méfiance plus forte parce qu'il y a une connaissance des faits qui arrive beaucoup plus rapidement et qui est fortement amplifié par les différents canaux médiatiques, quels qu'ils soient. Et il y a aussi le fait qu'on est aujourd'hui une population qui, entre guillemets, n'a pas faim. Donc, on ne se soucie plus de la quantité que nous consommons, mais on est passé à la qualité. Et ça, là aussi, historiquement, si on regarde, on a des périodes de famine. Pendant ces périodes de famine, on se soucie nettement moins de la qualité. Si on regarde l'exemple de la pomme de terre, elle arrive en Europe à peu près au XVIe siècle, mais son usage régulier n'est que fin XVIIIe, début XIXe.
Alors qu'en l'entre-deux, pendant les périodes de famine, la pomme de terre était un aliment Donc classique. c'est une vraie problématique de pays développés, d'une certaine façon. C'est-à-dire, on s'interroge sur la qualité de ce que nous mangeons dès lors qu'on ne s'interroge plus sur le besoin. Principalement oui, mais je pense qu'il y a aussi quand même un questionnement qui se fait, y compris dans les pays qui ont des soucis d'approvisionnement alimentaire, parce que là encore, eux ont aussi connaissance des problématiques, ils sont aussi bien informés que nous, et donc ils ont également les mêmes questionnements, même s'il est vrai qu'ils sont peut-être moins virulents que les populations ici. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, le sujet le plus sensible pour les citoyens que nous sommes, ça reste l'alimentation. Il faut savoir qu'en France, 34% des adultes sont en surpoids, 17% sont obèses. Depuis 15 ans, le nombre de cancers a augmenté de 60%, les diabètes ont augmenté de 10% et le nombre d'AVC a bondi de 135%. C'est considérable. Francine Marano, vous êtes professeure à l'université Paris Diderot. Vous êtes notamment chargée de la commission des risques liés à l'environnement du Haut Conseil de la santé publique. En quoi l'explosion de ces maladies peut-elle être liée à des questions d'environnement ? En quoi l'environnement a quoi que ce soit à voir là-dedans ? Tout d'abord, je voudrais dire à quel point je trouve bien que vous mettiez que ces journées soient placées sur cette thématique. Pendant des années, les chercheurs de ce domaine, santé-environnement, ont prêché dans le désert. Il a fallu attendre le début des années 90 avec la création de l'Agence française de santé-environnement pour que, sur le plan politique et à travers cette agence, on prennent conscience de l'importance de ces questions. Le premier plan santé-environnement également. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Alors, en fait, effectivement, on sait que les maladies chroniques ont remplacé, pour la mortalité en tout cas, les maladies infectieuses, qui étaient la première cause de mortalité dans le passé. Et actuellement, en France, on a environ 14 millions de personnes atteintes de maladies chroniques. C'est énorme, hein. Et environ 3,5 millions de diabétiques. Et donc l'OMS dit que ces maladies chroniques seraient responsables de 50 millions de décès dans le monde. Donc il y a là une vraie préoccupation. Alors quelle est la place des impacts environnementaux sur cette explosion des maladies chroniques ? Eh bien, c'est difficile de répondre de cette façon. Dans le dernier plan national santé-environnement, le PNSE 3, qui va être décliné en PRSE, donc plans régionaux, on a fait apparaître un concept, le concept d'exposome, et qui met en perspective le fait qu'il ne faut pas simplement prendre en considération pour justement cette évolution des maladies chroniques le fait qu'on est exposé à des polluants subis, alors pas seulement les polluants de l'alimentation, hein, mais bien sûr l'air intérieur, l'air extérieur, l'eau, mais également, donc il faut prendre en compte le fait que nous avons dans notre mode de vie un certain nombre d'éléments qui vont être responsables de ces pathologies. Donc c'est un tout. Et l'exposome, si vous voulez, c'est le pendant du génome. Nous sommes exposés à un environnement qui peut être préjudiciable pour la santé. Et on a vu que les Français maintenant sont très conscients de ça. C'est très important qu'ils aient pris conscience de l'importance de faire évoluer à la fois cette exposition subite, mais aussi l'exposition acceptée, c'est-à-dire l'alcool, le tabac, etc. Et donc, en parallèle, eh bien, il y a effectivement le fait que chacun a des susceptibilités individuelles. C'est Christopher Wilde, le directeur général du Centre international de recherche sur le cancer, qui est à Lyon, qui est un des organismes de l'OMS, qui a lancé le premier ce concept, sur lesquels, d'ailleurs, on travaille beaucoup au niveau européen. Et ça va peut-être permettre de prévoir certaines pathologies. Alors, il y a des pathologies qui sont avérées. Hein. Par exemple, le cancer et amiante, on sait que là, il n'y a pas de doute. C'est un risque environnemental. Le radon, pour certains cancers du poumon, qui est aussi un risque avéré qu'on tend à oublier. Le plomb, encore, le saturnisme, tout ça qui va
conduire à des troubles disons, un développement cognitif qui sera moindre chez les enfants en particulier, et il y a les risques suspectés. Et je mettrai dans les risques suspectés ceux qui sont associés aux perturbateurs endocriniens ou aux nanoparticules dont on parlera peut-être. Et dans les pollutions subies, pour nous tous, par exemple dans l'alimentation, on parle du diabète. Est-ce que vous considérez que le sucre ou le taux de sucre ou la façon de confectionner les plats industriels que nous consommons constitue un risque pour notre santé? Oui, c'est sûr. C'est sûr, l'alimentation industrielle qui fait que les produits sont de plus en plus raffinés et transformés avec un ajout de sucre tout à fait anormal, mais pas seulement le sucre, le sel. Hein, il ne faut pas oublier le sel. Alors, ce n'est pas pour le diabète, mais pour l'hypertension sûrement. C'est évident que c'est un problème important et qu'il faut revenir à une alimentation disons, plus traditionnelle, je vais dire. Mais en même temps, j'ai envie de dire, les industriels et le monde agricole ne fait que s'adapter à une demande, parce que on voit bien que ce n'est pas simplement la responsabilité des fabricants, mais c'est aussi celle des consommateurs que nous sommes, à chercher une façon de se nourrir toujours plus simple et toujours moins onéreuse. Oui, c'est vrai, mais malgré tout, le monde de l'agroalimentaire doit prendre conscience de la responsabilité qu'il a vis-à-vis de cette explosion des maladies chroniques. Et donc, il faut une évolution de ce monde. On a du mal à faire passer un certain nombre de messages. Je pense en particulier à cette question des additifs alimentaires. Là, vous avez certainement vu tout le débat sur l'utilisation de nanoparticules dans des bonbons, dans des chewing-gums, etc., alors qu'il n'y a aucun intérêt et que ce sont les enfants qui sont soumis à cette disons, cette pollution. Moi, j'appelle ça de la pollution subie. Voilà, donc il y a une difficulté à faire prendre conscience pour l'industrie agroalimentaire qu'il est important de changer sa façon de procéder. Alors c'est vrai pour effectivement les agriculteurs, avec ça a été évoqué, la diminution de l'utilisation des pesticides. Donc ça pose la question de la réglementation et des régulations dont on va parler plus tard au cours de cette journée. Mais on sait qu'en matière d'alimentation, il y a deux phénomènes qui ont explosé de façon assez parallèle ces 60 dernières années. C'est d'un côté une agriculture intensive pour fournir une consommation de masse après la Deuxième Guerre mondiale, et de l'autre, des produits alimentaires transformés qui ont littéralement envahi les rayons de nos supermarchés, de nos hypermarchés. Gilles Finkelstein, vous êtes le directeur général de la fondation politique Fondation Jean Jaurès. Est-ce qu'au fond, cela veut dire qu'en fonction du pouvoir d'achat, les Français ne sont pas égaux devant les problématiques d'environnement et de santé? Bonjour. Alors, moi, j'aborde ce débat à la fois avec beaucoup d'intérêt, parce que je crois que ce sont des questions qui sont à la fois passionnantes et majeures, et une grande humilité, parce que je suis au milieu d'éminents spécialistes de ces questions, quand je ne suis spécialiste qu'en généralité. Et donc, après m'être plongé quand même pour préparer ce débat dans un certain nombre de données, la première chose qui frappe, c'est qu'on a des inégalités qui sont spectaculaires. Pour ne pas vous noyer de chiffres, je voudrais en citer juste deux qui m'ont beaucoup frappé parce qu'elles touchent les enfants et qu'elles touchent les enfants jeunes qui sont les enfants de grande section de maternelle. Quand on regarde sur les questions de santé, la probabilité que des enfants de grande section de maternelle soient touchés par l'obésité, on voit que la différence entre un enfant d'ouvrier et un enfant de cadre, c'est un rapport de 1 à 4. Donc, dès le plus jeune âge, des chiffres qui sont absolument spectaculaires. Et évidemment, il y a un lien quand on regarde l'alimentation, le risque que des enfants aient une consommation excessive de boissons sucrées. Là aussi, il y a un rapport de 1 à 2 dès le plus jeune âge. Donc, on a des inégalités qui sont spectaculaires. Et au-delà du spectaculaire, je crois que pour bien les prendre en compte, il faut bien mesurer que ce sont des inégalités qui, comme toujours avec les inégalités, sont des inégalités cumulatives. C'est-à-dire qu'elles ne se juxtaposent pas, elles ne s'additionnent même pas, elles se multiplient.
non seulement les inégalités de santé, les inégalités d'alimentation, les inégalités d'environnement, mais auxquelles il faut ajouter ce que vous évoquez notamment, les inégalités de revenus. Économique. Alors, évidemment, les inégalités de pouvoir d'achat sont considérables et ça serait une grave erreur de les occulter. Quand on regarde l'évolution de la consommation, vous l'avez évoqué, quand on regarde l'évolution de notre consommation sur une longue période, sur 50 ans, le phénomène majeur, c'est que la part consacrée à l'alimentation a chuté considérablement. On est passé en gros de 35 à 20%, le logement prenant peu à peu la première place, mais que le contenu de cette consommation, de ces achats de consommation, a lui-même évolué. Vous venez de l'évoquer, on consomme moins de viande, de produits frais, et on consomme davantage de produits transformés, de produits préparés, de confiseries, de boissons sucrées. Et quand on interroge les Français, ça m'a beaucoup frappé, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez 10% de revenus supplémentaires? Quel que soit le revenu, on dit « j'épargnerai ». Ce qui dit beaucoup sur notre rapport à l'avenir. Mais pour les plus riches, on dit « je consacrerai ces 10% au loisir ». Pour les plus pauvres, je les consacrerai d'abord à l'alimentation. Donc, ne pas occulter la question du pouvoir d'achat et en même temps, et c'est le point sur lequel je voudrais insister et terminer, ne pas se limiter aux questions de pouvoir d'achat parce que la dimension culturelle est absolument déterminante. Elle a été évoquée tout à l'heure. C'est vrai dans l'accès et l'usage de l'information. Ça a été évoqué dans l'enquête par Jean-Daniel Lévy tout à l'heure. Les Français ont le sentiment d'être mieux informés, mais ils se servent plus ou moins bien de cette... Il y a une réceptivité à l'information qui, évidemment, est une donnée qui n'est pas seulement une donnée financière, mais une donnée culturelle. Et le dernier point, qui lui aussi est d'ordre culturel, ça dépend de notre rapport au temps. On vit une mutation considérable de notre rapport au temps qui touche tous les domaines de notre, on le vit, de notre vie professionnelle, de la vie publique, des différents aspects de notre vie personnelle, et y compris de notre rapport à l'alimentation. J'avais écrit il y a quelques années un livre qui s'appelait sur ce thème-là, qui s'appelait « La dictature de l'urgence », et je me souviens d'une grande enquête qui avait été faite analysant le repas comme institution, et qui montrait qu'il y avait de plus en plus une déconcentration des repas, c'est-à-dire qu'au lieu et place des 3 repas traditionnels, il y avait plein de repas complémentaires, ce qu'on appelle le snacking, qu'il y avait de plus en plus une désynchronisation des repas, c'est-à-dire qu'on mangeait non plus en famille ou en communauté de travail, mais de plus en plus de manière éclatée, et qu'il y avait enfin une délocalisation des repas, c'est-à-dire que les repas, chacun là aussi le vit, ne se passent pas seulement dans la cuisine ou dans la salle à manger, mais dans d'autres pièces, dans les chambres, dans les salons, ou sur les lieux de travail, pas seulement à la cantine, mais dans les parcs ou même au bureau. Et que dans ces domaines-là, le rapport à l'information, le rapport au temps, qui sont des questions éminemment culturelles, se niche, s'explique une partie des inégalités que je viens d'évoquer. Est-ce que vous ajouteriez, par exemple, les inégalités territoriales? Alors, dans ces inégalités, je ne les ai pas évoquées dans la liste des inégalités, mais il y a les inégalités territoriales, avec un risque. On peut, en fonction de ses convictions philosophiques ou politiques, accorder une place plus ou moins grande à la question des inégalités. Dans un monde dont, je ne sais si c'est un monde ancien, c'était même le critère de la distinction entre la gauche et la droite. Mais on doit, quelles que soient ses convictions, accorder une importance particulière à ces inégalités-là, parce que non seulement elles sont dangereuses pour les individus, mais elles sont dangereuses pour la société elle-même, en raison de ces inégalités territoriales et du fait qu'il y a de plus en plus des mondes qui sont des mondes séparés. On redoute souvent la question du communautarisme, mais il y a ce que Thierry Pech avait appelé la sécession des riches, qui est l'autre face du même phénomène, où on choisit un quartier, parfois en fonction de l'école dans laquelle on veut envoyer ses enfants, que ce faisant, on a un certain type de rapport au transport, à la culture, à la sécurité,
et aussi à l'alimentation, et que donc pour qu'il y ait un monde commun, il faut aussi lutter contre ces inégalités territoriales. Donc si j'habite en centre-ville, je n'ai pas cette ouverture ou cette accessibilité à la nourriture de qualité, pour prendre cet exemple, que si je suis plus délocalisé, par exemple, pour être extrêmement concret. C'est exactement ça. D'accord. Alors, on voit que le lien environnement et santé fait partie des sujets qui préoccupent très fortement les Français aujourd'hui. Par exemple, si on prend la qualité de l'air que nous respirons, on utilise souvent sans le savoir des produits qui peuvent être toxiques dans nos maisons, comme par exemple les sprays assainissants, les produits désodorisants, les désinfectants, on parlait des perturbateurs endocriniens, et en même temps, il est souvent difficile pour nous tous, en gros, de mesurer les risques réels pour notre santé. Emmanuelle Gay, vous êtes directrice régionale de l'environnement et du logement de la région Grand Est. Est-ce qu'il faut réellement s'inquiéter de l'air que nous respirons dans notre intérieur, que ce soit nos maisons, nos bureaux ou même les EHPAD, les maisons de retraite? Alors oui, c'est un sujet majeur. Alors pourquoi ? Il y a un chiffre qui l'explique tout simplement. Aujourd'hui, en moyenne, on passe plus de 80% de notre temps, et ça peut assez facilement atteindre 100%, on passe plus de 80% de notre temps à l'intérieur de locaux, à la maison, dans les transports, dans la journée de travail, dans les activités de loisirs. Donc tout ce temps à l'intérieur, bien évidemment, on respire, et donc c'est cette qualité de l'air intérieur qui en majorité détermine finalement l'air que nous respirons au global. Alors ce n'était pas le cas il y a quelques générations. Les gens étaient moins sédentaires, étaient en moyenne plus dehors. Donc le sujet qualité de l'air intérieur, ça a été évoqué aussi sur le sujet santé-environnement. Il y a eu une prise de conscience assez récente sur la qualité de l'air intérieur. C'est le début des années 2000 qu'on commence à mettre en place des outils globaux et une action globale. Qu'est-ce qui s'est passé au début des années 2000 Il y a eu cette prise de conscience, des outils qui ont permis d'objectiver le sujet, avec un observatoire de la qualité de l'air intérieur, par exemple, et puis que le constat que les anciennes politiques sectorielles ne suffisaient pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne faisait rien avant. Depuis des siècles, on travaillait, par exemple, sur la salubrité des logements. Vous avez évoqué le saturnisme, c'était connu avant, on travaillait sur le saturnisme. Depuis la révolution industrielle, les industries ont travaillé, il y a eu une réglementation là-dessus, sur les émissions pour les travailleurs à l'intérieur des usines depuis le début de la révolution industrielle. Donc il y avait des choses qui étaient faites, il y avait aussi des choses qui étaient faites sur la qualité de l'air extérieur, dont on a peut-être plus parlé pendant des décennies, mais sur la qualité de l'air intérieur, le sujet n'était pas identifié dans toute sa globalité. Désormais, c'est le cas. Et alors, vous avez dit, est-ce qu'il faut s'inquiéter? En tout cas, il faut connaître et agir à tous les niveaux, pouvoir public particulier. Vous avez évoqué la question des produits ménagers, mais en fait, ce qui se dégage à l'intérieur d'un logement ou de locaux, c'est pas du tout uniquement les produits ménagers, c'est tous les produits qui ont servi à la construction, à la rénovation, la peinture, etc., la construction elle-même, tout l'ameublement, tous les produits qui sont là présents et pas uniquement ceux qu'on vient de diffuser, le radon aussi. Voilà, donc c'est un champ global sur lequel il faut effectivement agir. Alors justement, il y a une question du public qui se pose la question suivante. L'utilisation des barquettes plastiques est-elle totalement à proscrire dans les cantines scolaires? Question très concrète. Alors, ça résonne avec une actualité. Il y a toute une actualité sur la ville Bien de sûr. Bordeaux, notamment. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Alors, moi, j'aurais une réponse qui ne serait pas que sous l'angle santé-environnement, mais qui serait sous un angle global environnement, tout simplement. La problématique du plastique. Sur la problématique du plastique. C'est aujourd'hui un enjeu aussi majeur d'être sur un changement de paradigme sur l'usage du plastique. Il a été engagé sur quelques produits. Vous avez suivi sur l'interdiction des sacs plastiques. Ça reste à faire sur encore beaucoup d'autres produits. Les récipients, etc. Que ce soit voilà, pour l'environnement ou aussi pour la santé, il y a vraiment un changement de paradigme à faire. Il y a un certain nombre de choses qui se développent sur le vrac, voilà, mais c'est essentiel. Alors,
Je ne peux pas vous répondre, ça peut dépendre des barquettes. On a eu tout le débat sur la question du bisphénol, les biberons, etc. Donc il n'y a pas de réponse absolue, mais il y a par contre une nécessité de changer globalement sur l'usage du plastique. Francine Marano. Sur ce sujet, effectivement, une des questions s'est posée à cause du BPA. Bon, il faut savoir que le BPA... C'est quoi le BPA? Alors, le bisphénol A, donc on en a parlé beaucoup, il est interdit maintenant d'utilisation dans les biberons, mais pas seulement. En fait, au départ, c'était une molécule qui avait été fabriquée par les industriels pour en faire une hormone de synthèse. Qui servait à quoi? Alors, c'était pour un contraceptif, mais il a été trouvé comme étant trop dangereux, mais c'était aussi disons, il constituait une bonne pierre de base, si vous voulez, pour faire des polymères, d'où l'utilisation... Oui, ça renforçait le plastique. Voilà, et puis le rendre aussi plus malléable. Et donc, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas pris en considération suffisamment qu'il pouvait être transféré ensuite dans certaines conditions, en particulier en chauffant dans les micro-ondes, dans les aliments, dont le lait. Et alors, donc, actuellement, il est interdit pour les biberons et d'autres plastiques également, mais il y a des substituts qui sont en cours de recherche. Les industriels sont obligés de faire cette recherche de substituts. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que les substituts posent les mêmes, bien sûr, qu'ils soient vraiment évalués correctement, et ça n'est pas encore le cas. Voilà, donc la question, moi je dirais éviter le plastique dans la mesure du possible, et puis prendre du verre. Le verre, c'est inerte. Mais alors, globalement, que ce soit sur l'alimentaire ou l'air que nous respirons, la question qu'on se pose, c'est l'ampleur des risques pour notre santé. Luc Ferrari, d'après vous, l'ampleur de ces risques, c'est quoi? Le problème, c'est qu'en fait, on n'en sait pas. On ne sait pas vraiment. Il n'y a peut-être pas de problème, alors. Si, il y a un problème. Le problème, il est malheureusement déporté. C'est-à-dire que ce n'est pas un risque immédiat. Les risques immédiats sont gérés aujourd'hui. On sait éviter les intoxications massives. Ça, c'est soit accidentel. Il y a eu, c'est en général des fraudes ou des contaminations accidentelles, mais il y a eu il y a quelques années des canettes de coca qui étaient contaminées avec des hydrocarbures aromatiques polycycliques, où là on est sur des risques qui sont connus, bien identifiés, et on sait les éviter. À l'heure actuelle, on est confronté à des problèmes face à des produits qui sont d'abord et avant tout, et je crois que c'est là la vraie difficulté, des biocides. C'est quoi? Donc, des produits qui sont destinés à tuer la vie. Que ce soit destiné à tuer des insectes, des parasites, les insecticides, les herbicides, etc. On est sur des produits qui sont à la base destinés à être utilisés en tant que toxiques vis-à-vis de cibles précises. Et ce que l'on oublie un petit peu souvent, c'est que généralement, s'ils sont capables de tuer des insectes ou des animaux, ils ont probablement des effets toxiques également chez l'homme. À des doses très faibles, effectivement, mais ce ne sera pas des doses où on va avoir mort d'homme, on va avoir apparition de pathologies, voire de modifications extrêmement infimes, très difficilement décelables, qui vont conduire soit à des cancers, là on sera sur une première génération, soit à des pathologies dans les générations suivantes. L'exemple classique est celui qu'on connaît, c'est celui du Distilbène, qui était un médicament, donc on est un petit peu en dehors du cadre de la discussion d'aujourd'hui, mais les pesticides ont des effets à peu près similaires, ou en tout cas des mécanismes d'action à peu près similaires. Donc on est sur des risques qui vont être générationnels. Mais alors, comment on fait, nous, qui vous écoutons? Est-ce que la réponse, c'est l'alimentation bio ou pas? Si on s'en tient à l'alimentation, par exemple. Alors, sur le plan de l'alimentation bio va nous éviter une bonne partie des pesticides, puisque le taux de pesticides ou de produits de traitement est fortement contrôlé, donc on diminue effectivement l'apport ou le risque. L'alimentation bio a cet intérêt-là. La question qui se pose, et ça rejoint ce que disait un autre intervenant tout à l'heure, c'est le coût derrière. Oui, c'est 20 ou 30% plus cher. Voilà, et le temps passé, puisque finalement, si on choisit ces aliments, si on les cuisine soi-même, on sort des produits tout préparés, mais on consacre plus de temps à la cuisine proprement dite. D'accord. Emmanuel Guay, vous vouliez ajouter quelque chose? Vous parliez du coût, parce qu'à la fin, effectivement, estimation
de l'ampleur, etc., à un moment, il y a la question du coût qui se pose et pour les pouvoirs publics, ça peut être une motivation à agir. Alors, pour prendre un exemple, là aussi, celui de la qualité de l'air intérieur, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur avec l'ANSES et l'Université Paris 1 ont mené une étude exploratoire. Alors, ces études d'estimation, du coup, elles peuvent toujours se discuter, mais elles illustrent les choses. Ils ont estimé à 19 milliards par an, alors ça fait beaucoup, hein, 19 milliards par an, le coût généré par les problèmes de qualité de l'air intérieur en comptabilisant de façon assez classique la mortalité prématurée, les coûts des dépenses de santé associées aux pathologies en question et évidemment aussi les coûts de perte de production liés aux personnes qui ne sont pas du coup en situation de travailler. Alors, cette estimation, comme toutes les estimations, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle indique qu'il y a bien quand même un enjeu majeur de prévention, hein, parce que vous parliez des grandes références sur la santé-environnement. Dans les grandes références, il y a les filles d'Esculape, hein, avec Igier, l'enjeu de ne pas être que sur Panacée, mais aussi sur Igier, la prévention de l'ensemble de ce qui touche à la santé. C'est bien là cet enjeu. Et alors effectivement, sur la qualité de l'air intérieur, on n'est pas sur de la mortalité immédiate dans la majorité des cas. On est sur des pathologies qui vont du pas très grave. Alors moi, je suis du côté environnement, je ne suis pas du côté médical, mais ça va commencer par des maux de tête, de la fatigue, de l'endormissement, de l'irritation des yeux, de la gorge, etc. Mais ça va quand même ensuite jusqu'à allergie et asthme. Et pour des jeunes qui seraient, par exemple, déjà allergiques ou déjà asthmatiques, ça va aggraver fortement les choses. Et puis ça peut aller, on a évoqué certaines pathologies, jusqu'à cancer et intoxication. Donc on a vraiment une ampleur de phénomène qui est constatée, illustrée, chiffrée, qui appelle l'action. Mais Francine Marano, d'après vous, les prévisions pour l'avenir sont plutôt rassurantes ou inquiétantes ? D'abord, il y a la prise de conscience, hein, mais avant, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez à propos des allergies et de l'asthme. Il y a eu vraiment une explosion hein, depuis 20 ans, en particulier de l'asthme chez les enfants, associée pas seulement à l'air intérieur, mais à l'air extérieur, parce qu'il faut voir qu'il y a un continuum entre l'extérieur et l'intérieur. Or, on connaît aussi la problématique de la pollution atmosphérique, et donc il faut agir sur tous les éléments, pas seulement sur un élément. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important à prendre en compte. Et on fait comment ? Alors, donc, les politiques publiques donc, doivent jouer un rôle de feuille de route, et puis y mettre aussi les moyens, c'est certain. Et surtout, moi je dirais, au niveau régional et local. Il ne faut pas que ça vienne seulement d'en haut. Hein. Alors, il y a des plans nationaux. Moi, je participe depuis la création du plan national santé-environnement à l'élaboration et au suivi. Mais cette feuille de route des plans nationaux, si elle n'est pas déclinée au niveau régional et local, s'il n'y a pas une prise de conscience de tous les acteurs et également de chacun d'entre nous, hein, ça ne peut pas marcher. Donc il faut, si on veut améliorer les choses, et il y a eu des améliorations, hein, donc il ne faut pas considérer que tout va toujours plus mal. Par exemple, on a réduit quand même, et ça on ne le dit pas assez, de moitié l'utilisation des pesticides depuis 20 ans. Bah alors, ok, mais alors justement, c'est ma question, parce que d'un côté, on voit que les prévisions de santé ne sont pas vraiment rassurantes. Deuxièmement, on voit qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, donc on ne sait pas ce qui peut nous tomber dessus. Gilles Finkelstein, sur la base de tout ça, est-ce que ça signifie finalement que malgré certains efforts, les acteurs économiques d'un côté, les acteurs politiques de l'autre, n'ont pas vraiment pris pleinement la mesure de l'enjeu qu'est la santé environnementale? Alors, je crois que ça serait une erreur de considérer qu'il y a une inactivité ou une inaction générale, parce que ça a été évoqué, la prise de conscience malgré tout est relativement récente et que depuis une vingtaine d'années, beaucoup de choses se sont passées. C'est vrai des acteurs publics. Quand on regarde l'évolution à la fois des normes, des réglementations sur la publicité, sur l'étiquetage, beaucoup de choses se sont passées.
c'est vrai au niveau national, c'est vrai aussi au niveau local. Dans toutes les campagnes municipales de 2014, ou dans beaucoup d'entre elles, la question, par exemple, de la nourriture à la cantine a été un sujet, alors que ça ne l'était évidemment pas il y a 6 ans, il y a 12 ans ou il y a 18 ans. Donc, c'est vrai des acteurs publics, et c'est vrai, ça a été évoqué aussi, des acteurs privés, d'abord parce qu'il y a de nouveaux acteurs avec beaucoup d'initiatives, notamment sur l'alimentation. Alors, je parlais tout à l'heure des fast-foods, c'est vrai de tout ce qui existe autour du slow food, mais au-delà même de cela, le lien entre à la fois une certaine forme d'agriculture et la numérisation, et tout ce que le numérique, tout ce que cela permet, il y a des initiatives nouvelles, mais même les acteurs traditionnels sont amenés à modifier leurs pratiques parce que la prise de conscience, y compris de leur intérêt économique, du risque économique de faire perdurer des pratiques qui sont dangereuses, commence à y croire. Donc, il se passe des choses. Maintenant, quand on regarde, pour être plus concret encore, ou sur une actualité plus récente, ce qui s'est passé au cours de la dernière élection présidentielle. C'est la première fois, en gros, qu'on a vraiment traité la problématique de la santé environnementale avec les perturbateurs endocriniens, alors que l'Allemagne, ça fait juste des décennies et des décennies, par exemple, qu'ils le font. Comment ça se fait que nous, on ait eu besoin d'attendre autant de temps? Alors, vous avez raison, il y a eu un progrès, je dirais même un double progrès, qui est réel par rapport aux campagnes précédentes. Le premier, c'est qu'on en a parlé plus qu'avant. On a parlé des questions de santé et la mutualité et les fondations et think tanks qui y sont associés y ont contribué, ça a été évoqué par votre président tout à l'heure. On a parlé, Guy Lagache vient de l'évoquer, des perturbateurs endocriniens. On a parlé, donc ça c'était plutôt Benoît Hamon. Emmanuel Macron a parlé de la question de l'accès aux lunettes et aux prothèses. Donc on en a parlé plus qu'avant. Et le deuxième progrès, c'est que ce ne sont pas seulement les écologistes qui en ont parlé. Alors, il y a une bonne raison à ça, c'est qu'il n'y avait pas de candidat écologiste. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est que c'est devenu de plus en plus une question transversale qui a irrigué, alors plus ou moins, mais qui a irrigué le discours de plusieurs candidats. Donc, progrès. Progrès réel par rapport à avant, mais aussi progrès très insuffisant. On en a malgré tout peu parlé. Mais on en a peu parlé, je crois, pour une responsabilité qui est collective. C'est parce que dans cette campagne présidentielle, on a parlé d'à peu près rien sur les sujets de politique publique. On a parlé beaucoup, et c'est un sujet très important, de la politique, son renouvellement, le rassemblement. Très bien. On a parlé peu de questions, et donc il n'y a pas tellement de raisons que les questions touchant à la santé ou à l'environnement soient au cœur de cette campagne. Mais là, je crois qu'il y a une responsabilité qui est une responsabilité collective. Il y avait une question tout à l'heure des gens du public qui disaient, bon, ok, très bien, il y a des progrès, mais enfin, il y a quand même des réalités qui sont inquiétantes, comme par exemple l'eau. L'eau que nous buvons, qui est quand même la ressource essentielle à notre existence, et on voit bien qu'elle peut être fortement entachée de pesticides, de matières toxiques. Est-ce que vous les avez prises en compte, ces problématiques de l'eau qui sont essentielles à notre vie, dans vos études, Francine Marano? Là, je ne vais pas répondre en tant que chercheur. Mon sujet, moi, c'est plutôt l'air et les particules atmosphériques. Non, mais par contre, en tant que membre du Haut Conseil de santé publique, donc je peux vous dire que l'eau du robinet, en France, elle est potable. Il ne faut pas dire qu'elle est fortement contaminée par des pesticides, par des médicaments, etc. C'est pas ce qui est dit. C'est pas ce qui est dit. Personne ne dit ça. Il y a une question qui se pose. Ça, c'est très important. Non, mais pardonnez-moi, je me permets d'insister. Personne ne dit cela. En revanche, il y a un questionnement, parce qu'il y a eu aussi des réalités ici et là en France sur des problématiques d'eau. Donc c'est une question qui se pose et qui est légitime. Oui, alors je dirais que c'est plutôt les eaux de rivière, les eaux de lac, donc éventuellement d'ailleurs la mer, des côtes. On connaît la problématique des filtres à eau en Bretagne, etc. Donc là,
on peut avoir des niveaux tout à fait élevés, d'ailleurs avec des impacts directs sur la faune et la flore, sur la biodiversité. Ça, c'est un problème extrêmement important qui concerne vraiment l'environnement. Mais le contrôle de l'eau en France est quand même quelque chose de tout à fait important. Et malgré tout, il faut avoir en tête qu'il y a des communes où donc il y a à faire attention à la ressource. C'est plutôt le problème de la ressource en eau qui se pose. Et je vous laisserai répondre là-dessus. Emmanuel Gay. Oui, donc effectivement, pour confirmer que la qualité de l'eau reste au cœur de l'action des pouvoirs publics sur ces enjeux-là. Alors, on vient de parler qualité de l'air. La qualité de l'eau, c'est une politique beaucoup plus ancienne et structurée, mais elle reste essentielle. Vous avez parlé de l'organisation de l'action des pouvoirs publics sur santé-environnement au niveau national avec le plan national santé-environnement. Au niveau régional, on a le plan régional santé-environnement. Il y a un an, on était ici avec le président du conseil régional Grand Est, le préfet de région, le collègue directeur général de l'ARS pour lancer l'élaboration de ce plan régional. Il a évidemment un axe fort sur la qualité de l'eau pour sécuriser la qualité de la ressource. Elle est globalement bonne, mais on est quand même dans une région où 2/3 des masses d'eau sont en mauvais état sur le sujet des phytosanitaires, tout simplement. Donc on a encore beaucoup de travail sur ce champ. Donc il y a un certain nombre d'actions qui sont prévues sur ce registre, de même que sur la qualité de l'air, de même que sur les phytosanitaires ou les perturbateurs endocriniens. Et Luc Ferreil, est-ce que justement il peut y avoir un lien avec notre santé ou pas? Alors sur le problème de la qualité de l'eau, il y a quelques difficultés, notamment était évoquée la présence de médicaments et de résidus médicamenteux dans l'eau. C'est une vraie difficulté, c'est quelque chose qui est étudié et qui est travaillé par des gens dont c'est la spécialité, la qualité de l'eau. Et autant on peut à peu près gérer ce qui sort des hôpitaux, où là on essaye, enfin en tout cas il y a des spécialistes essayent de faire soit des tris, soit des éliminations ou un peu de prévention, autant la population générale qui consomme aussi des médicaments de façon non négligeable, il est très difficile de mettre un système de filtration ou un système d'épuration d'eau à la sortie de chaque maison ou de chaque immeuble. Donc ça revient sur les stations d'épuration derrière, où là, il y a également des difficultés précises. Et d'après vous, l'attitude des pouvoirs publics demande quelqu'un dans l'assistance. Qu'en pensez-vous face à ces dangers, ou des dangers au-delà de l'eau, hein, comme par exemple sur les glyphosates, etc. Comment qualifiez-vous l'attitude des pouvoirs publics dans ce domaine? Allez-y. Alors, effectivement, il y a les pouvoirs publics français et puis européens. Donc, et l'histoire du glyphosate est tout à fait caractéristique des tensions qui peuvent exister entre des positions prises en France par les agences sanitaires, et là c'est donc l'ANSES qui était pour qu'il y ait éventuellement une restriction, voire une interdiction de l'utilisation du glyphosate, et l'agence européenne qui, au contraire, elle considérait qu'il n'y a pas de problème. Et ce débat entre agences nationales et européennes, ça se passe assez régulièrement. Et ce n'est pas seulement l'histoire du glyphosate, il y a eu aussi... Bien au-delà, oui. Voilà, c'est assez général. Et donc des positions qui peuvent être différentes en fonction d'ailleurs, puisque ce sont des groupes d'experts qui vont donner des avis qui vont être ou non suivis par ensuite les gouvernements, bien sûr, mais donc les experts peuvent ne pas être toujours d'accord entre eux selon les documents qu'ils prennent en compte. Et donc il y a un problème sur aussi la façon d'exercer l'expertise, et avec, il faut des règles d'expertise très strictes qui devraient être généralement... Qui ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Qui peuvent être différentes d'un pays à l'autre. Vous avez un exemple je trouve que le glyphosate fait partie justement des exemples. Le bisphénol A aussi, puisqu'en France, c'est quand même un peu les lanceurs d'alerte qui ont été à l'origine de cette interdiction, puisque c'est passé par une loi. Mais si je reprends est-ce qu'on est plutôt raisonnable ou plutôt très conservateur alors, qui a raison? En France, on a tendance à être en avance sur un certain nombre de choses. Par exemple, sur les perturbateurs endocriniens, la France avait une position très en avant pour qu'il y ait une réglementation beaucoup plus stricte pour les nanoparticules
qui ne sont pas réglementées au niveau européen en tant que telles également, eh bien, la France est en avant. Par contre, elle n'est pas forcément suivie par les autres pays européens, et en particulier par les agences européennes. Parce que certains pays considèrent que les risques ne sont pas avérés? Ça n'est pas ça. Je dirais plutôt que c'est souvent une question de lobby. De lobby, la puissance des lobbies industriels. Oui, donc le lobbying industriel peut jouer un rôle tout à fait important dans le fait que des décisions qui devraient être uniquement basées sur des aspects sanitaires ou environnementaux, prennent en compte également des aspects économiques. Alors bien sûr, il faut prendre l'économique en compte. Il ne faut pas l'exclure, mais n'empêche que dans ces questions-là, surtout quand le risque est avéré, mais malgré tout, il y a eu des interdictions qui ont été faites, en particulier pour des pesticides. De très nombreux pesticides sont interdits actuellement. Absolument. D'une certaine façon, Gilles Finkelstein, on a vu au cours de cette table ronde jusqu'à quel point l'environnement a un impact sur notre santé. La question qu'on peut se poser là, après tout ce qu'on s'est dit, c'est est-ce qu'il faut aller finalement vers plus de réglementation, vers plus de régulation pour nous protéger, ou à l'inverse, vers plus de libéralisme, laisser davantage faire les choses pour nous permettre de mieux vivre? Oui, je crois que présenter comme ça, la réponse est assez dans la question, donc ça va me faciliter. Non, mais c'est quand même la question qui se pose. Bien sûr. Bien sûr, ça va me faciliter la tâche. Il faut plus de réglementation. Et en même temps, je pense que ce serait une erreur de penser que ça ne se règle que à travers ça. À travers la réglementation. On parlait des lobbies industriels ou on peut parler des lobbies agricoles. Le fait que des secteurs économiques essayent de défendre leur intérêt est légitime dans une société. Le problème, c'est lorsque ça se fait de manière qui n'est pas transparente ou lorsque les équilibres auxquels on arrive sont incompatibles avec l'intérêt général. Et donc ce qu'il faut, c'est essayer de faire prévaloir, ça a été évoqué à plusieurs reprises, le long terme par rapport au court terme. Et une autre chose qui a été évoquée tout à l'heure par Emmanuel Gay, on regarde souvent le coût qu'aurait l'action, on ne regarde pas le coût de l'inaction. Bon, évidemment, c'est plus compliqué. Donc, il n'y a pas qu'une question de réglementation. Encore une fois, les questions culturelles, je crois, sont extrêmement importantes. D'ailleurs, à ce propos, il y a une question qui vient de la salle. À quand la sensibilisation à l'école de la prévention et de la promotion de la santé? Qui veut prendre la parole là-dessus? Bon, je désigne Francine Marano. Je vais encore revenir au plan national santé-environnement. C'est une préoccupation qu'on a dès le départ, dès le premier plan. Et on en est au troisième. Sauf que l'école ne suit pas. L'école ne suit pas. Et malheureusement, on ne peut pas dire que le ministère de l'Éducation nationale se soit vraiment saisi à bras-le-corps de ces questions-là. Pourquoi? Ça, je ne... Quelqu'un a une idée là-dessus, parce que c'est une question importante. J'ai une hypothèse, parce que je me suis posé la même question. C'est une hypothèse sur laquelle j'avais justement l'intention de poursuivre l'échange avec le rectorat ici pour approfondir. L'école s'est vraiment mise au sujet environnement. Quand certains d'entre vous ont des enfants ou ont eu l'occasion d'en parler, c'est incroyable, ça a pris une grande place. Donc maintenant, le sujet, c'est d'introduire la partie santé-environnement dans la façon dont l'école aborde l'environnement. Au niveau du ministère, j'appartiens à un ministère qui s'appelle Transition écologique et solidaire. On parlait beaucoup d'environnement. Nicolas Hulot, quand il est arrivé, quand il nous a réunis, la première fois, il a parlé en premier lieu d'énergie-climat. Force, ça ne vous étonnera pas. Le deuxième sujet, c'était santé-environnement, pas environnement tout seul. On a quelque chose qui bouge là-dessus et qui va du coup, je pense, voilà, on va accompagner pour que ça bouge aussi jusqu'à l'école. Mais d'une certaine façon, est-ce que les ministères travaillent ensemble, par exemple le ministère de la Santé et le ministère de l'Environnement, ou ils restent parallèles et séparés? Alors, je dirais qu'il y a un très très grand progrès depuis quelque temps et que de plus en plus, santé et environnement discutent, en particulier dans le cadre de tous ces plans, parce que bon, le plan transversal santé-environnement, mais il y a aussi tous les plans, le plan sur la qualité de l'air intérieur, le plan sur les résidus de médicaments dans l'eau, et tutti quanti. Il y en a comme ça, c'est plus qu'un millefeuille, c'est un 10 000 feuilles.
Et il faudrait peut-être en faire en sorte d'ailleurs qu'il y en ait un petit peu moins, que ça soit plus structuré. Mais il parle et donc il y a vraiment une prise de conscience qu'il faut faire passer ces messages au niveau, avec que ça puisse ruisseler jusqu'au niveau local. Ça, c'est certain. Et alors, pour en venir à la formation, effectivement, cette question de santé-environnement, ça fait longtemps qu'on essaie de faire en sorte qu'il y ait des formations pour les professeurs des écoles, hein, pour les professeurs de lycée également, et ça n'est pas encore assez fait, mais il n'y a pas que ça, il y a les médecins. Les médecins, et sans doute parce que leur formation est tellement dense qu'ils ont du mal à ajouter encore cela dans le cadre de leur cursus. Alors il y a quelques facultés de médecine qui, de façon très autonome en fonction des spécialités qui s'y trouvent, peuvent décider de mettre en place un DU de santé-environnement ou bien un enseignement au niveau, disons, de la formation initiale des médecins dans ce domaine. Mais il faudrait que ça soit absolument généralisé. Et ça n'est pas encore le cas. Autre chose, on parlait de l'air intérieur, il faut aussi qu'il y ait une formation des architectes dans ce domaine, de tous ceux qui travaillent dans ce domaine, en formation initiale. Et je terminerai par celle des ingénieurs agronomes ou dans les écoles d'agriculture. Il faut aussi qu'il y ait une formation à cette question santé-environnement à travers les risques qui sont posés par tous ces phytosanitaires qu'on va trouver ensuite, en particulier en résidus dans les aliments. Donc ça veut dire que l'action publique doit être beaucoup plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Luc Ferrari, c'est votre avis ? Totalement. Je peux même aller un petit peu plus loin. Vous parliez tout à l'heure des architectes. L'Université de Lorraine a dans les tuyaux actuellement d'un master dans lequel, à destination des architectes, il y a un volet santé-environnement. Et je pense qu'il faut des incitations parce qu'à l'heure actuelle, on est surtout en partie, et ça rejoint ce que disait Franceline Marano à l'instant, on est quand même en partie sur des initiatives quasi individuelles. En tout cas, c'est plus la sensibilité propre des intervenants en milieu scolaire, que ce soit les enseignants directement ou leur hiérarchie, qui font qu'il y a des orientations santé-environnement qui sont traitées de façon très développée. Une incitation, c'est toujours compliqué parce que le milieu scolaire est un milieu très autonome dans la classe. On le retrouve aussi au niveau universitaire, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Mais ça resterait nécessaire, oui. Alors, pour conclure, il y a une question qui vient de la salle. Quelle place, d'après vous, vous tous, devraient prendre les acteurs mutualistes sur ces questions-là ? Qui veut commencer ? Emmanuel Gay. Juste un élément de réponse. Alors d'abord, il y a déjà des actions qui sont menées, et elles sont essentielles. Dans les difficultés pour les pouvoirs publics, il y a le fait d'arriver à atteindre toute la population et tous les acteurs de façon très diffuse. Le sondage qui a été montré tout à l'heure indiquait que la confiance vers l'État, les services de l'État, les acteurs publics les plus classiques était faible. Pour que les messages et que les comportements évoluent, il faut d'autres acteurs. Comme lesquels ? Il faut diffuser l'information. Avoir, par exemple, on parlait aussi des conseillers sur ce domaine de l'environnement intérieur, etc. Diffuser vers les acteurs. Le sondage montrait que les mutuelles étaient relativement bien placées, même si elles n'étaient pas en premier lieu. De notre point de vue, dans la région ici en tout cas, c'est un axe sur lequel il y a besoin d'agir et où elles sont pas si mal placées que ça. Gilles Finkelstein. Peut-être pour répondre, je vais repartir de ce qui me semble être ce qui caractérise la période et qui rend ce débat et cette question passionnante. Je crois qu'on est rentré dans un nouvel âge des relations entre alimentation, santé et environnement. En venant dans le train, je lisais le gros ouvrage que vient de publier Noah Yuval Harari. Vous savez, c'est l'auteur de Sapiens, une brève histoire de l'humanité, qui vient de publier Homo Deus, une brève histoire de l'avenir. Enfin, c'est une brève histoire qui fait 600 pages, mais il commence en disant que depuis le début de l'humanité, il y a 3 questions qui, tous les jours, étaient les questions centrales: la famine, l'épidémie, la guerre.
et qu'aujourd'hui, on sait régler ces questions-là. Plus ou moins bien, mais on sait les régler. Et sur l'alimentation, il faut essayer de caractériser ce qu'est la nouvelle problématique. Hier, pour manger, la question était d'abord, ça a été évoqué tout à l'heure par Luc Ferrari, une question de quantité. C'était la question de la famine. Et pour boire, c'était beaucoup une question de qualité, notamment dans les périodes plus récentes, avec la pollution. On a aujourd'hui une inversion de cette problématique. Je dis les choses de manière un peu schématique, mais pour manger, le problème est plus aujourd'hui un problème de qualité. Noah Harari dit « on meurt plus de manger trop que de manger trop peu », pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Et pour boire, dans beaucoup d'endroits, la question est moins aujourd'hui une question de qualité qu'une question de quantité avec le stress hydrique lié par le réchauffement climatique. Donc il faut prendre en compte cette nouvelle problématique et être conscient que le modèle actuel n'est pas soutenable. Il n'est pas soutenable dans un monde à 7 milliards d'humains, il le sera moins encore... Le modèle de la croissance infinie dans un monde fini. Absolument. Il ne l'est pas pour les individus, pour des questions de santé, et il ne l'est pas pour la planète, pour des questions de climat. Et donc, ce sont ces nouvelles relations qu'il faut penser, et tous les acteurs, notamment tous les acteurs qui ont, comme les mutualistes, la capacité de ne pas être que dans le court terme, ont un rôle qui est absolument éminent. Essentiel. Francine Marano, pour conclure. Oui, je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais je pense que les mutuelles ont un rôle important à jouer vis-à-vis des personnels de santé dans les formations de santé-environnement, parce qu'on voit bien que les pouvoirs publics, qu'on évoquait, et en particulier l'école, a du mal, malgré tout, même si donc l'enseignement supérieur, ils ont du mal à prendre ça en considération, étant donné tout ce qu'il faut prendre en compte par ailleurs. On voit bien la rentrée universitaire qui est difficile, de plus en plus d'étudiants qu'on n'arrive pas à mettre dans les cursus qu'ils souhaitent, etc. Alors, donc, les mutuelles, dans le domaine de la formation continue, je pense qu'elles ont réellement un rôle à jouer et qui pourrait être tout à fait fondamental en concertation avec, bien sûr, les pouvoirs publics. Eh bien, en tout cas, merci infiniment d'avoir participé à cette première table ronde.